Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, je vous propose de dire non. Alors, pas dire non à cet épisode ou à notre invité, encore moins à moi, mais plutôt de vous apprendre à dire non. Parce que j'ai remarqué avec les années qui passent qu'on avait beaucoup de mal sur le plan personnel et sur le plan professionnel à savoir dire non et qu'on préférait même se faire, de ghoster les gens ou se faire oublier pour pouvoir expliquer pourquoi. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de rentrer dans ce processus et de recevoir aujourd'hui Amélie Favaro-Salmon. Bonjour Amélie. Bonjour Morgane. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, tu es spécialisée en accompagnement des dirigeants dans la conduite de leurs projets entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce processus de savoir dire non autour des personnalités des personnes. Est-ce que avant, tu peux déjà te présenter? Bah oui, avec plaisir. Bonjour à tous pour commencer. Je m'appelle Amélie, je conseille les dirigeants de TPE-PME depuis 10 ans maintenant. Je suis spécialisée à la base dans la finance d'entreprise. Donc, j'accompagne sur la création d'entreprise, du développement financier, de l'évaluation de société. Et progressivement, je me suis rendu compte que des dirigeants, d'une année sur l'autre, restaient avec les mêmes problèmes, malgré qu'on mette le doigt dessus sur un plan financier. Et du coup, je me suis formée peu à peu à différentes méthodes. Alors, on peut mettre le terme coaching si on veut, mais moi, j'intègre ça plutôt dans une forme de mentorat, où du coup, j'ai intégré des compréhensions de la personnalité, des mécanismes mentaux, des croyances limitantes, pour pouvoir accompagner mieux mes clients. Et du coup, c'est un peu dans ce cadre-là que je suis là avec toi aujourd'hui, Morgane, parce que le sujet de savoir dire non, c'est un vaste sujet quand on est entrepreneur. Donc, voilà. Oui, complètement. Et qu'on soit prospecteur ou prospecté aussi, même sur le plan personnel. Et moi, c'est un sujet qui m'est venu quand, avec mon équipe commerciale, on discutait de cette capacité de nos prospects à nous ghoster, et de plus nous répondre, nous faire en sorte de se faire oublier, alors qu'on avait eu une super relation. On va dire, commerciales sur un premier rendez-vous ou autre et qui du jour au lendemain disparaissent de la circulation. Et on s'est dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là avec qui on avait eu un très bon feeling venaient, entre guillemets, à nous, faire en sorte de ne plus du tout nous répondre? Donc, est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, c'est une des nombreuses anecdotes qui peut m'arriver là-dessus, mais ça arrive aussi sur le plan personnel, hein. Quand un ami en fait décide de ne pas répondre parce qu'il n'ose pas nous dire ce qu'il pense du sujet. Alors, d'où vient en fait cette histoire de savoir non? Comment on peut les catégoriser? Peut-être nous faire peut-être une première introduction. Alors, savoir dire non, peut-être on peut commencer par différentes catégories. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms potentiels. Quand on est parent, par exemple, on comprend bien le nom de l'autorisation. On nous demande quelque chose et on donne notre autorisation, oui ou non. Ça, c'est une première catégorie de noms qui a comme sous-jacent le fait qu'il y a un lien d'autorité. C'est pas forcément. On peut savoir dire non dans une logique d'autorité, mais parfois on ne sait pas dire non dans d'autres catégories. Les autres catégories qu'on peut avoir, c'est par exemple quand il y a quelqu'un qui nous demande un service, que ce soit un client qui nous demande quelque chose, que ce soit votre belle-sœur qui vous demande de garder les enfants, que ce soit un ami qui vous demande de l'argent, on vous demande quelque chose, on vient vous solliciter. Et du coup, on vient solliciter un peu les limites en fait, que vous avez envie de mettre. Ensuite, il peut y avoir le nom, dans ton cas à toi, que tu évoquais, le nom logique de démarchage. C'est-à-dire qu'on vient nous démarcher pour nous proposer quelque chose. Pas la même chose que venir nous demander un service, c'est on vient nous proposer un service. On vient nous proposer un service, on vient nous proposer, je sais pas, même une demande en mariage. On vient nous proposer quelque chose, mettre quelque chose sur la table, et c'est à nous de dire oui, j'en veux ou non, j'en veux pas. Et peut-être que un des derniers qu'on peut avoir en tête, c'est le non simplement pour formuler une opinion. Est-ce que je suis d'accord avec ça ou est-ce que je suis pas d'accord avec ça?
Donc, par exemple, on a un ami à qui on envoie un message, puis tout d'un coup, il disparaît de la circulation. Bon, probablement qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il n'a pas su l'exprimer à sa manière. Donc déjà, je pense que c'est important de savoir situer peut-être ces 4 catégories déjà. Et j'aime bien cette logique d'introspection. Commencer déjà à se poser la question, est-ce que dire non dans une logique d'autorité, j'y arrive? Est-ce que dire non quand on me propose quelque chose, j'y arrive? Quand on me demande quelque chose, est-ce que j'y arrive? Pour me donner mon opinion, est-ce que c'est facile pour moi? Parce que des fois, on est bon dans une catégorie et très mauvais dans l'autre. Donc, ça peut être déjà intéressant pour chacun de se positionner un peu à travers ces catégories-là. Et c'est une histoire de caractère, de Ouais. personnalité, et après, peut-être d'éducation, de là où on vient, et aussi de l'attente un petit peu de la société dans laquelle on se trouve. Ouais. Alors, il y a un gros morceau d'éducation. Je ne sais pas si tu es papa ou Morgane, mais il y a souvent, on entend les parents parler de la crise du non à l'âge de 2 ans chez les enfants, où ils ont tendance à finalement, à venir confronter notre capacité à poser des limites, et du coup, ils nous disent non à tout. Donc, ça peut donner à des enfants qui font des crises de colère dans un magasin. Tu as peut-être déjà vu ça. Euh, Oui, oui, en général, on les déteste, ces moments-là. voilà, et certainement que quand on est parent, après, on a beaucoup de pitié pour les parents qui sont en face de nous, plus que du jugement. Euh, Donc, c'est déjà chez l'enfant, c'est naturel. Il y a un moment où il va vouloir imposer ce qu'il a envie de faire. Donc, déjà, naturellement, dans la formation de la psychologie humaine, il y a ce passage où on essaie de dire non. Sauf qu'en pratique, qu'est-ce qui se passe? En pratique, ça reste les parents qui vont prendre le lead. Normalement, ils abandonnent pas tout de suite la partie et ils vont essayer de garder cette autorité au fil du temps. Donc, il y a la crise des 2 ans et puis après, il y a 7-8 ans quand ils vont commencer un peu plus à formaliser leurs esprits. Donc, hier, j'ai eu une vaste conversation avec mon fils de 8 ans et demi. Il dit non, mais maman, j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est toi qui décides quand on a le droit aux jeux vidéo, pourquoi c'est toi qui décides quand on doit aller dehors parce qu'il fait vraiment trop beau pour rester dedans. Et on a eu un petit échange, un petit accrochage là-dessus. Je dis oui, savoir dire non, c'est aussi pour vous fixer des limites à des choses que vous ne savez pas encore faire. Donc, si je vous mets sur les jeux vidéo, vous allez y passer 3 heures. Et vous ne savez pas vous limiter dans le temps pour aller peut-être faire autre chose. Même à 35 ans, on ne sait pas se donner des limites pour arrêter de jouer aux jeux vidéo. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas trop touchée par ce problème-là, mais les réseaux sociaux, non, Netflix, je pense que c'est probablement ce qu'il y a de pire. Effectivement, c'est savoir, le non vient quand même poser une limite à la base. Hein. C'est soit une limite pour soi, soit une limite qu'on vient fixer à l'autre, mais en tout cas, il y a une logique de limite qui se met en place. Et donc, dans ce lien avec l'éducation, mais aussi avec les attentes de la société, quel est l'impact de la société sur cette façon, sur notre envie à nous de dire, non, j'ai pas envie. Est-ce qu'on a est-ce que les autres nous imposent à chaque fois de devoir accepter? Je dirais que c'est pas la même chose d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des pays, notamment en France, où on a plutôt une éducation. En tout cas, je suis peut-être un peu trop vieille France. Il y avait une logique où vraiment où les enfants quand même devaient être éduqués et obéir, obtempérer même, je dirais, si je peux me permettre le terme. Donc ça va dépendre un peu de l'éducation. Il y a des pays où c'est plus souple. On a moins ce côté où on reste dans le cadre et on obéit au cadre et on s'y plie et on n'a pas notre mot à dire. Ça, c'est quand même assez français et c'était quand même encore très présent dans l'éducation. Parentale, mais aussi l'éducation scolaire d'une certaine manière. C'est moins vrai dans des pays nord-américains, dans des pays du Sud, où on a un peu plus cette liberté de dire non, éventuellement de se justifier et de proposer autre chose. Voilà, ça, c'est un peu moins présent en France. En France, qu'on a plus tendance à vouloir valoriser, ça doit être notre éducation de la révolution, mais on a plus tendance à vouloir valoriser une logique d'opinion. C'est pas mal travaillé en France dans les écoles, ce fait de faire des débats, de débattre, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, et d'argumenter finalement. Ça, on le travaille plus d'une certaine manière. Alors, pourtant, on parle beaucoup d'éducation positive en ce moment. Ça fait des grands débats où on a eu on allait trop, on parlait de l'enfant roi, ce genre de choses. On reproche beaucoup aux parents de plus savoir dire non aujourd'hui. Alors, c'est une réalité. Il y a une forme de prise de pouvoir un petit peu des enfants. Il y a on est dans une zone de passage aujourd'hui. Avant, il y avait un fonctionnement où il y avait une autorité qui était assez forte, une figure paternelle qui était assez forte, en tout cas dans les foyers.
la mère qui globalement s'occupait des enfants et travaillait en parallèle, mais il y avait une forme d'autorité masculine et vraiment de cette figure paternelle, figure du père, de l'autorité. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir lâcher un peu ce côté-là, père autoritaire et mère aux petits soins, ce qui peut être justifiable et bénéfique sur certains points. Mais du coup, il y a un moment où on se demande qui porte une autorité, qui va assumer une autorité au sein du foyer. C'est comme si tout le monde avait envie d'être le gentil papa, la gentille maman qui va combler ses enfants et leur donner plein d'amour. Oui, c'est bien, l'amour c'est bien, on peut être très bienveillant, mais il y a un moment, il y a besoin d'un cadre. Et ce cadre, pour tenir, il y a besoin d'une figure d'autorité, il y a besoin d'une forme d'ancrage. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce passage où on passe un peu du tout au rien, et certainement qu'on reviendra sur la construction d'une autorité nouvelle, où on fait émerger une forme de respect chez l'enfant, alors qu'avant, on avait le père qui se faisait, le père, les parents qui se faisaient respecter par l'enfant. Maintenant, c'est presque un peu l'inverse, où les parents doivent respecter l'enfant sur tous les plans, on va dire, mais au détriment des parents. Et donc, progressivement, on devrait revenir sur une forme de balance, mais c'est comme tout, on est obligé de tester les extrêmes pour trouver un juste milieu. D'accord. En quoi le non peut aujourd'hui mettre en risque et en péril une relation? Parce que ça peut jouer et que ça peut aussi dépendre de les fondements de la personnalité, en fait, de l'individu. Alors, pour répondre à cette question, si tu me permets, j'introduirais bien un outil que j'utilise beaucoup. Moi, je suis formée depuis 7 ans à l'outil de l'énéagramme. Donc, l'énéagramme, c'est une grille de lecture de la personnalité humaine, on va dire, en 9 principales personnalités, 27 quand on va un peu plus dans le détail. Et cet énéagramme nous permet de comprendre à la fois les comportements généraux d'une personne et qu'est-ce qui se passe derrière. Et ce qu'on peut constater, c'est que sur les 9 principaux profils, il y en a au moins 5 qui ont un vrai problème avec le fait de dire non, mais ça va être pour des raisons différentes. Est-ce que tu veux que je les détaille un petit peu? On peut rentrer dans le détail, oui. Alors, si on les prend un petit peu on va dire dans l'ordre de la grille, dans l'énéagramme, par exemple, on a le profil 1 qu'on appelle le profil perfectionniste. Donc, il y a quelqu'un qui est vraiment régi par le système des règles. Il a intégré à l'intérieur de lui les règles de fonctionnement et on doit se plier au cadre, on doit se plier aux règles. Ce qui induit un fonctionnement où le sens du devoir est beaucoup plus important que le sens du plaisir, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui, s'il considère que c'est dans son devoir de faire quelque chose, si c'est dans son devoir de répondre à une demande d'un client sur 24 heures, il va se plier en quatre. Et il va répondre à tous ses clients sur 24 heures, même si techniquement il n'a dormi que 3 heures dans la nuit. Donc il y a quelque chose qui va se plier à partir du moment où il y a une règle et que je dois me plier à cette règle, je vais y obéir et je vais me créer une obligation d'y obéir. Typiquement, ce sont des gens à qui vous pouvez demander beaucoup de choses. S'ils considèrent qu'ils sont dans une logique d'autorité de devoir vis-à-vis de vous, ils y répondront, parfois même sans s'interroger si c'est bénéfique pour eux et ainsi de suite. Il va y avoir une forme de mécanisme automatique à répondre oui à la demande. Si on prend un autre profil, on a des profils qui sont plutôt construits la personnalité, peut-être juste, fait juste une petite parenthèse, la personnalité, c'est un peu c'est comme quelque chose qui se meut autour de nous, en fait, et qui fait la passerelle entre le monde et moi. Moi, qui je suis vraiment à l'intérieur de moi, au-delà des petits comportements qu'on peut avoir, et l'autre. Du coup, cette personnalité, elle est faite pour pouvoir créer le contact avec l'autre tout en me protégeant. Donc, dans un deuxième type de profil, on va avoir un profil qui a vraiment ce sentiment cette envie d'être aimé de l'autre. Son existence est régie par le fait d'être aimé. Et du coup, pour être aimé de l'autre, il va créer un système presque de dépendance, dans le sens où il va vouloir répondre aux besoins de l'autre. Donc, c'est pareil, c'est quelqu'un à qui vous lui demandez quelque chose, oui. Vous lui demandez un dimanche matin de vous emmener à 4 heures du matin à l'aéroport de Paris, il va prendre sa voiture, il va venir vous chercher et vous emmènera à l'aéroport de Paris parce qu'il considère que c'est un ami, parce qu'il considère qu'il peut bien vous rendre service. D'accord? Ils vont être mus par cette dynamique de rendre service, voire même de devancer les services que vous pourriez leur demander. Donc là, on n'est même plus dans le non, on est dans j'anticipe quelque chose que tu peux me demander. Donc, la capacité à dire non va être compliquée pour eux. Si vous leur dites non, déjà, c'est comme si vous rejetiez la relation que vous avez voulu créer. Si on en prend un troisième, on
on peut avoir plutôt le non qui est difficile. Donc là, on est plutôt sur un profil loyaliste, un non qui va être difficile par rapport à un rapport à l'autorité. Ce sont des profils qui vont naturellement craindre l'autorité. Et du coup, toute confrontation à un système d'autorité va être difficile. On va avoir du mal à dire non à un chef, à un parent, même si parfois on est devenu adulte. Si papa et maman nous demandent quelque chose, on va parfois avoir du mal à dire non. Parfois même, la relation d'autorité va être transférée sur le conjoint ou la conjointe. Voilà, on va être dans une notion de oui par crainte de l'autorité et aussi par extrême loyalisme à l'autre. Un dernier type, peut-être. Allez, Dernier type, on est plutôt sur le profil qu'on appelle le médiateur. Le médiateur, lui, ce qui est important pour lui, c'est d'être intégré dans le groupe. Sa peur, c'est que s'il s'affirme trop, s'il donne trop son opinion, s'il dit trop ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, il ne va pas pouvoir être intégré dans le groupe. Donc, du coup, par peur d'être rejeté du groupe, mais on est plutôt sur du groupe que sur de la relation 1-1, ben, il va plutôt être dans comme ça vous fait plaisir. Tu veux aller dans quel restaurant? Comme tu veux, je te laisse choisir. Et tu as aimé le film? Et toi, tu as aimé? Voilà, on va avoir quelque chose où je ne veux pas me confronter à toi. Je ne veux surtout pas créer du conflit. Et le non, c'est une source de conflit potentiel. Donc, je préfère aller dans ton sens. par rapport à ces différentes personnalités qui ont été données, on voit qu'elles disent non pour plusieurs raisons, qu'elles ne savent pas dire non pour plusieurs raisons. Est-ce qu'elles en souffrent? Oui, oui. Et on va dire que c'est un degré de conscience plus ou moins élevé en fonction du cheminement de la personne. C'est plus ou moins vrai en fonction des profils. Par exemple, le profil du médiateur, il va le sentir qu'il n'a pas réussi à dire non. Il va essayer, mais ça va être difficile pour lui. D'accord? Donc, il va sentir ce truc à l'intérieur de lui qui fait qu'il aimerait, mais il n'y arrive pas. Un profil qui est plutôt ce qu'on appelle le profil serviteur, qui se met au service des autres, c'est plus difficile parce qu'en fait, il va construire son estime de lui-même sur cet élément. Donc, il construit son estime de lui-même, le fait qu'il ait de la valeur parce qu'il se met au service des gens, parce qu'il est dévoué, parce qu'il est toujours là pour les autres. Donc, du coup, le fait de rendre service, on va le remercier, du coup, ça va alimenter son estime de lui, qui n'est pas forcément bien placée, on s'entend, mais ça va alimenter ce système-là, donc il ne va pas forcément le remettre en question. Éventuellement, il va rentrer dans un système plaintif où, avec tout ce que je fais pour vous, vous pourriez bien faire ça pour moi. Un peu un truc de redevance, d'accord? On va aller chercher une dette. On va chercher une dette pour tout ce qu'on a fait pour l'autre. Donc, ça va dépendre des profils, ça va être plus ou moins conscient. Et donc là, on a sur les 11 personnalités, hein, dont on disait tout à l'heure, 11, c'est ça, je Donc, me 9, trompe. ouais, 9 9 par. principales. Oui. Enfin, donc là, on en a cité. Donc, il y en a 4 qui n'ont pas peur de dire non, alors, dans ces 4-là. Alors, effectivement, après, il y en a 4 qui n'ont pas peur de dire non. On va avoir, par exemple, un profil qu'on appelle le profil du leader, qui est un profil ce sont les types de personnes qui, des fois, quand elles rentrent dans une pièce, les gens se retournent parce qu'ils ont senti la personne rentrer dans la pièce. Il y a des gens qui ont cette forme d'aura où on sent qu'on a l'impression qu'ils sont accrochés à la terre, là, qu'on ne peut pas les bouger. Ces gens-là, en général, ont une bien meilleure capacité à dire non. Ils savent fixer les limites et s'il y a bien un truc qu'ils n'aiment pas, c'est se faire marcher sur les pieds. D'accord? Donc, souvent, c'est plus facile pour eux de dire non, c'est plus facile pour eux aussi de donner leur opinion. On peut avoir aussi un profil qu'on appelle plus un profil de réalisateur, qui est plus quelqu'un qui est mu par une notion de dynamique, de projet, d'objectif. Là, ils vont être en capacité de dire non s'ils sentent que ça ne sert pas leur dynamique là où ils ont envie d'aller. Ce sera possible. Par contre, ils peuvent avoir tendance à dire assez oui facilement si vous leur vendez un truc enthousiasmant, avec un peu de prestige à la clé. Bon, globalement, ils peuvent vite tomber dans le panneau sans forcément avoir réfléchi à toutes les implications d'avoir dit oui à ça. Voilà. Après, sur les autres, c'est un peu plus mitigé, ça sera moins clair en termes de positionnement. En tout cas, ça dépendra plus des séquences. Ah, mais c'est très bien d'avoir un peu ce différentiel les deux types de personnalités, enfin, celles qui s'opposent par rapport au oui et par rapport au non. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, tu sais, des fois, on parle de confiance en soi par rapport à Oui. ça, par rapport à ce fait de dire non. Ce profil du leader et du réalisateur, ce sont plutôt des profils à qui on octroie, en tout cas de l'extérieur, le sentiment qu'ils ont confiance en eux. On a l'impression que ce sont des gens qui ont confiance en eux et pourtant ils vous disent non et ils assument leur non. Et on a ce sentiment qu'ils ont plus confiance en eux que les autres profils que j'ai cités précédemment.
Ok. Non, très, très intéressant. On se rend compte aussi que le contexte joue dans un point très important pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui nous va, comment on peut identifier, qu'est-ce que tu connais à ces aspects-là qui fait qu'on va céder du oui ou du non. En fait, on va dire oui alors qu'on aurait dû dire non. Alors, ouais, il y a plusieurs éléments qu'on va pouvoir mettre dans le contexte. Peut-être pour commencer, j'aurais mis, on va dire, le contexte. Le contexte, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec un client? Est-ce que c'est avec des amis, par exemple? Familial, on n'est pas toujours les mêmes, qu'on se le dise, dans notre couple, avec nos enfants, avec notre patron, avec nos clients et avec nos amis. On aura beau dire ce qu'on veut, on n'est jamais exactement la même personne. Donc sur un plan familial, ceux qui se sont pas, on va dire, vraiment émancipés, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas émancipés, qu'on se le dise, ils vont avoir beaucoup de mal à dire non aux parents, par exemple. Ah bah, tu viendras à la réunion de famille de ce week-end-là, alors qu'ils n'ont pas du tout envie d'y aller, et ils vont y aller. Ou alors, ils vont trouver une excuse bidon, mais ils ne vont pas assumer le fait de dire non pleinement aux parents. Dans la relation avec les conjoints aussi, c'est quand même c'est un sujet important. Le couple, ça reste un espace de concession, de consensus, hein, où on n'est jamais toujours d'accord normalement. Ou alors, il y a un truc qui est un petit peu louche. On a peut-être deux profils médiateurs qui sont ensemble. Le fait de dire non dans le couple, ça peut avoir des impacts. On en parle, alors, dévier trop des sujets, mais on en parle de plus en plus dans les notions de sexualité dans le couple, hein, sur la capacité à dire non et à ne pas se retrouver dans une forme de marchandage, par exemple dans la sexualité, où j'ai fait ça pour toi et du coup, je suis redevable de. Donc voilà, apprendre à dire non dans le couple, c'est un point important. On n'est pas obligé de faire du non brutal, mais du non expliqué, ça peut apporter un peu une meilleure construction du couple et une meilleure capacité à avancer. Bon, le nom avec les enfants, oui, tu veux revenir sur les... Non, 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 c'est très bien. Moi, j'allais parler, tu allais parler des enfants, mais j'allais parler aussi dans le monde professionnel, parce que c'est Ouais, aussi un peu dans ce cadre-là où les gens nous écoutent, c'est comment je dis non à mon patron, comment je dis non à mon collègue, comment je dis non à un client. ouais. Quel est l'impact, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on va céder? Alors, on a la personnalité, mais il y a j'imagine, des aspects émotionnels. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vas dire non? Alors, ça va dépendre effectivement de ta personnalité. Euh, Par exemple, il y en a qui vont céder sur un truc un peu urgent. Vous voyez, on vient de voir en disant «Ah, il y a un truc hyper urgent à faire». Moi, la phrase que j'ai toujours préférée dans mon boulot, c'est pour quand? C'est pour hier. Oui, bien sûr. Ceci, je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois, soit de la part d'un client, soit de la part d'un patron ou d'un Ouais, collègue. je la fais souvent à mes salariés, celle-ci. Euh, Elle est horrible, cette phrase. Euh, J'évite ASAP quand même, hein. Donc, ouais, ça va. ASAP plutôt, pardon. Donc, donc, effectivement, ce caractère d'urgence, il y a un côté un peu, il y a un côté un peu piégeux, c'est-à-dire que ça nous met dans une posture de sauveur. On comprend que l'autre est dans la merde, on se le dise, parce qu'il vient nous voir en disant c'est hyper urgent, il faut que ça soit très, très, très rapidement. Et, et en gros, il nous dit tu es la meilleure personne pour sauver le truc. Et là, on rentre dans un joli petit triptyque victime, sauveur, bourreau, vous voyez, ce petit truc sympathique. Donc généralement, c'est ce mécanisme-là qui se met en place. C'est ce mécanisme un peu de sauveur, je viens de dépanner. Donc, je suis un bourreau, alors, c'est ça. Je ne sais pas, si ça peut te rassurer, on joue tous les trois rôles par intermittence. Ensuite, au-delà de ce triptyque-là, on peut avoir le côté émotionnel. Alors, il y a des gens qui sont très sensibles à l'émotion, il y en a qui ne le sont pas du tout, qu'on se le dise, mais il peut y avoir un côté un peu être pris par les sentiments. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est en difficulté. Bon, bah, on va venir apporter notre aide, apporter notre soutien. On est un peu sous un format sauveur aussi, mais plus dans une logique, je ne suis pas dans une logique d'efficacité opérationnelle, mais plutôt dans une logique de sauvetage émotionnel. Voilà. Mais c'est aussi un peu une logique de sauvetage, on est d'accord, sur quelqu'un qui va être en faiblesse, en tristesse, une forme de plainte. Voilà, on a un peu notre empathie qui va nous perdre, ou en tout cas qui va faire passer l'autre avant peut-être nous, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais aider quelqu'un qui est en difficulté. C'est est-ce que je prends bien la mesure du oui que je lui donne, alors que peut-être c'est un non que j'avais envie de faire.
Il y en a une troisième catégorie quand même qui n'est pas négligeable, qui marche avec plusieurs profils. C'est la flatterie. Donc maintenant, c'est bien, vous avez toutes les astuces pour aller chercher un oui chez quelqu'un qui voulait vous dire non. Le système de la flatterie aussi, hein. Ah, mais de toute façon, tu es la seule personne qui peut gérer cette présentation devant l'Assemblée générale. Tu maîtrises parfaitement le dossier. Il faut que tu y ailles. Non, pas du tout, mais je vais y aller. Pourquoi? Parce que bah, ça m'a fait un peu de flatterie, parce que oh, je me dis, oh, ça va me faire du bien un peu à mon estime de moi. Ça va me remplir un peu le réservoir et du coup, je vais y aller, quoi. Voilà, c'est par exemple trois des contextes qu'on peut avoir. Ouais. Et donc là, le fait de ne pas assumer, qu'est-ce qui fait que on va se mettre aussi dans ce rôle, dans cette position de protection de je ne réponds pas quand je l'ai pas en face à face, c'est-à-dire je réponds pas aux mails, je réponds pas aux messages, je réponds plus aux appels téléphoniques, c'est-à-dire je filtre. Alors moi, je parle souvent de cette relation d'acheteur-vendeur. Oui, Mais c'est aussi dans le cadre, dans le fait de ne pas assumer, d'aller plus loin dans une relation, par exemple. Il y avait un date, on a commencé quelque chose et du jour au lendemain, on disparaît parce qu'il y a un truc qu'on ne veut pas assumer, parce que la personnalité de la personne ne nous plaît plus ou parce qu'il y a un truc qui nous a vexé, etc. Et on ne veut pas l'assumer. oui. Alors, euh, déjà, c'est pas facile de dire non. On peut se dire un nombre temps. Alors, première question, Morgane, pour toi. Est-ce que tu aimes qu'on te dise non? Non, enfin, personne n'aime qu'on en dise non. Ça, on est Ouais, d'accord. on est d'accord. Surtout quand oui, enfin, dans n'importe quelle relation, oui, c'est compliqué d'assumer, enfin, de prendre l'un nom dans la tranche. Ouais. Donc déjà, voilà, prendre un nom dans la tronche, tout est dans cette expression, je pense. Donc déjà, on sait que quand on va dire non, déjà, forcément, le biais sera négatif déjà chez l'autre. On sait déjà parce que personne n'aime recevoir un non. Parce qu'en fait, on nous ferme une porte, hein, typiquement. Donc, c'est comme se prendre une porte qui se claque devant nous. Donc, on sait déjà que l'autre, il ne va pas l'aimer. Bon, on part avec ce biais psychologique-là. Et là, va venir toute l'adresse relationnelle de la personne. Soit on a quelqu'un qui soit assume parfaitement ses noms et va répondre un non très clairement, non, ça ne m'intéresse pas, ou non, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Point. En général, il n'y aura pas plus de formes que ça. On va avoir du non un peu sous forme d'excuse. Non, mais ça tombe mal parce que j'ai tel truc et du coup, je ne pourrais pas. Qui généralement est une excuse assez bidon, qu'on se le dise, mais en tout cas, on en a trouvé une et on a l'air plus malin comme ça. En tout cas, on croit qu'on a l'air plus malin. Euh, ensuite, 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 il y a le non du silence. Donc, le cas là. Alors, ma théorie derrière ça, c'est que la personne espère qu'on l'oublie, tout simplement. Si je fais le mort, on va simplement m'oublier. Voilà. Donc, il y a le non. C'est un peu comme dans les systèmes de conflit, il y a le non qui se confronte et qui s'assume, donc il va aller en face à face et dire bah non, c'est pas ça. Il y a le non qui fuit par l'excuse et il y a le non qui fait le mort. C'est trois Je, stratégies de survie, hein. je crois que la troisième, elle est vraiment insupportable. J'ai vraiment du mal avec celle-ci. Je préfère qu'on me dise non plutôt que. Surtout quand on a eu un début de relation, que ce soit commercial, amical ou même enfin, plus loin, et que du jour au lendemain, ça disparaît sans expliquer pourquoi. Je trouve ça, c'est d'une lâcheté et qui est assez insupportable. Ouais, alors je pense que derrière cette lâcheté, il y a une forme un peu de culpabilité. Dans le sens où les gens peuvent. Si par exemple, tu as eu un super premier rendez-vous commercial, oh, c'est bien, le feeling, tu sens que c'est bien passé et tout ça. Imaginons que la personne, en fait, elle a envie de dire non parce que financièrement, ça passe pas dans ses budgets et qu'elle n'assume pas de dire que financièrement, ça passe pas dans les budgets. Bah, elle va se sentir gênée parce qu'elle a bien aimé le relationnel avec toi, elle a trouvé ça sympa d'être avec toi, d'échanger. Ce que tu proposes en soi, ça lui plaît, mais ça ne passe tout simplement pas dans les budgets. Bah, ce petit truc de culpabilité, de dire bah, peut-être que dans ma manière d'être avec l'autre, ça a donné l'impression que je m'engageais déjà. Souvent, on a ça, hein, dans les échanges qu'on va avoir C'est vrai. sur un plan commercial ou un plan relationnel affectif, hein. Hmm. On va avoir des échanges et puis il y a un truc, on se dit, oh, finalement, on a déjà un peu les pieds dans le plat, hein, on est déjà un petit Ouais. peu engagé. Et puis, au moment où on se dit, ah ben non, c'est pas juste, je ferme la porte. C'est en fait, on avait déjà laissé rentrer l'autre. Et du coup, on est en train de le pousser pour le faire ressortir et lui reclaquer à la porte au nez. Et du coup, c'est pas aussi facile. C'est beaucoup plus facile de dire non à quelqu'un qui t'envoie juste un mail de prospection. Généralement, les gens ne répondent pas, ou alors tu réponds non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais quelqu'un à qui tu as déjà laissé passer un pied dans la porte, bah, tout de suite, tu te sens beaucoup moins à l'aise de le faire.
Oui, c'est vrai que bon, vu comme ça, je peux comprendre, mais donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir des méthodes alors pour, pour demander aux gens d'expliquer pourquoi ils ont fermé la porte, ou en tout cas ils nous ont oubliés entre les deux. Mais ok, Bah, très très après, il peut y avoir une méthode honnête. Simplement, tu envoies une oui, relance. honnêteté toujours, hein, bien sûr. Mm. Toujours, évidemment, on est toujours honnête. Tu envoies une relance, de relance, tu n'as pas de retour. Tu peux simplement écrire, ben voilà, vu l'absence de vos retours, on considère que notre proposition ne vous intéresse pas. En revanche, pour améliorer nos processus, est-ce que vous seriez prêt à répondre à 3 questions? Et tu envoies un questionnaire. Qu'est-ce qui n'est pas Mm. passé? Est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est le relationnel avec le commercial? Qui ne tente rien n'a rien, je vais te dire. De toute façon, perdu pour perdu. Autant aller chercher de l'info qui va t'aider dans ta démarche commerciale plutôt que d'insister et de finalement mettre en difficulté l'autre personne. Si la logique derrière, c'est qu'elle se sent un peu coupable finalement de te dire non, elle sera contente de pouvoir te rendre service derrière. Mm, On complètement. réutilise la culpabilité de l'autre. Je suis désolée, c'est pas joli. Bah écoutez, hein, toutes les armes sont disponibles. Le point, c'est que dans cette histoire, bah, dans le cadre du relation professionnelle, on peut pas ghoster son patron parce qu'à un moment donné, il va finir par vous retrouver. Bon, on va pas se cacher sous le placard et nous rester entêtés en permanence, en télétravail, pardon, en permanence. Bah, savoir dire non, ça apporte quand même des avantages, on va en parler, mais c'est surtout ben, comment on fait pour dire non. Comment on fait pour dire non? Alors, déjà, peut-être avant de savoir comment on fait, pour tous ceux qui ont un système automatique où ils disent toujours oui, on peut peut-être leur donner les avantages de dire non, histoire de les motiver un petit peu. Complètement, Ça me paraît pas mal. oui. Simplement, parce que des fois, on se dit bah oui, bah, tout le monde veut savoir dire non, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Alors, premier intérêt, en général, quand vous dites oui à quelque chose, très souvent, ça vous engage. Ça vous engage sur un plan financier, ça vous engage sur un terme de temps, ça vous engage en matière d'énergie que vous allez consacrer à quelque chose. Donc, que ça soit pour un dossier à faire pour votre patron, que ça soit pour l'accompagner à un déjeuner d'affaires ou toute autre chose, ou des choses même où vous dites oui alors que c'est surtout psychologiquement que ça va être lourd parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise pour aller dans ce type d'événement. Donc, la première chose, c'est que ça va vous libérer du temps, ça va vous libérer de l'énergie, de l'argent, éventuellement un peu de stress psychologique de vous être engagé dans un truc qui ne vous plaisait pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est éviter éventuellement de se retrouver dans des situations incongrues. Des fois, on dit un peu vite un peu oui, et puis on se retrouve dans des trucs, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on fait là. Ça peut, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et la troisième chose, et qui je pense est peut-être un peu négligée, c'est d'aller vers avoir vraiment un vrai sens de l'engagement. Il y a le oui qu'on dit pour faire plaisir, pour dépanner, et il y a le oui, je suis avec toi et je vais y aller avec toi et on va le faire ensemble. Et c'est pas du tout la même chose. Des fois, on préférait que les gens nous disent un vrai non, ça m'intéresse pas, ou non, je le sens pas, ou non, j'ai pas les compétences, et que quand c'est bon, un vrai oui, on y va ensemble et on construit, et voilà, on va tout exploser, quoi, on va être les meilleurs. Donc, je pense que là-dessus, c'est important aussi de savoir se positionner euh, pour cette partie-là. Alors, pour revenir sur ta question initiale, du coup, comment on fait? Comment on fait? Voilà, mon micro était Comment on coupé. fait? Comment on fait? Alors, la première chose, je vous ai préparé un petit listing de tout ce qu'on peut faire. Première chose, j'ai envie de vous dire, un homme averti en vaut deux. Donc, ma première question, ou en tout cas ma première incitation, c'est de vous aider à identifier c'est quoi les schémas automatiques dans lesquels je suis qui font que je dis oui au lieu de dire non. Donc, entraînez-vous, interrogez-vous à toutes les situations où vous avez tendance à dire oui alors qu'en fait, vous n'avez pas envie, quoi. Ça me fait toujours penser à cette chanson où le chanteur il dit t'as qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Voilà, il n'a pas envie d'y aller et puis Raphaël. voilà, il n'a pas envie d'y aller et puis il dit bon quand même. Voilà, il trouve des excuses et blablabla n'importe quoi. Bon, ben, cherchez les situations dans lesquelles vous vous engagez alors que vous n'avez pas envie et faites la liste. Et pour faire la liste, vous pouvez déjà prendre une feuille de papier et vous dire c'est quoi les 10 dernières fois où j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez marquer à côté, qu'est-ce que ça m'a fait finalement de dire oui au lieu de dire non.
Je me suis pris la tête sur ce dossier, c'était compliqué. Je me suis pris la tête avec mon patron parce que finalement, il n'était pas content du boulot. Je me suis épuisée, je me suis fait une nocturne pour travailler sur le dossier parce que je n'ai pas eu le temps de finir. De toute façon, j'étais trop court dans les timings. Voilà, notez tous les inconvénients qui en sont sortis, histoire de bien vous convaincre que ça ne vous emmène pas dans le bon chemin. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous savez déjà identifier les pièges dans lesquels vous avez tendance à tomber, ça vous fera gagner du temps et ça vous permettra d'éviter de retomber dedans. Donc, le contexte, vis-à-vis de qui? Est-ce que c'est patron, parent, et ainsi de suite? Est-ce que c'est dans les degrés d'urgence? Est-ce que c'est plutôt l'émotionnel? Est-ce que je l'ai fait plutôt parce que dans un sens du devoir, pour faire plaisir, pour rendre service? Faites un petit peu votre petit tri. Vous allez voir que c'est souvent la même chose qui va revenir et ça vous apprendra déjà des choses sur votre personnalité et comment vous fonctionnez. Dans un deuxième temps, ce que je trouve important, c'est de prendre vraiment la mesure de ce qui vous est demandé. Parfois, on peut avoir tendance à s'engager un peu vite sans avoir vraiment tous les éléments. Prenez le temps de poser des questions. Donc, quand on vous demande quelque chose, est-ce que tu pourrais me gérer ce dossier-là? Prenez le temps de prendre 5 minutes avant de répondre oui tout de suite. Prenez 5 minutes, ok, qu'est-ce que tu attends exactement de moi dans ce dossier-là? Pour quand est-ce que tu attends ça de moi? Est-ce qu'il y a besoin que je sois là aux réunions derrière? Est-ce que je dois m'impliquer dans la gestion relationnelle de la commerciale? Ou est-ce que je fais juste le travail de production en arrière et ainsi de suite? Voilà, allez chercher de la compréhension sur ce qui vous est demandé, parce que souvent on s'engage en se disant, oh, bah oui, ça m'emballe, oui, ça m'intéresse, oui, pourquoi pas. Et puis, alors, le oui, pourquoi pas, c'est vraiment la porte ouverte à rentrer dans quelque chose sans s'être vraiment interrogé sur notre sens de une troisième porte qui est importante, solliciter un temps de réflexion. Si vous ne savez pas assumer, peut-être que vous savez déjà que vous avez envie de dire non, mais peut-être que vous ne savez pas comment le dire, solliciter un temps de réflexion. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été quelqu'un qui a vraiment tendance à dire oui très facilement. Oui, pour faire plaisir. Donc, plutôt dans cette catégorie-là. Et du coup, je me retrouvais à garder les enfants de ma sœur un week-end sur 2, à peu près. Voilà. Et un moment, je me suis dit non, là c'est trop. Et un vendredi soir, le mercredi, elle me dit ah, bah, vendredi, on a un dîner. Du coup, tu peux garder les enfants. Et là, j'avais vraiment envie de dire non, mais je n'ai pas répondu non tout de suite. J'ai fait, mais écoute, je vais voir avec Alexandre et puis je te redis. Je me suis un peu cachée derrière mon mari, mais en tout cas, j'ai sollicité ce temps de réflexion pour me laisser une porte pour m'échapper. Terminer les plans pourris avec les neveux. Hein. J'aime beaucoup mes neveux et nièces, mais c'est vrai qu'un week-end sur 2, techniquement, ça pesait sur ma gestion familiale et avec mon couple. Donc voilà. Donc du coup, j'ai sollicité ce petit temps de réflexion. J'en parle avec mon conjoint, on en reparle. Et Donc, depuis ce temps-là, on ne se parle plus avec ma sœur, mais sinon, tout va bien. alors, avec une petite pointe d'humour, je pense qu'elle m'a un petit peu fait la tête pendant 2 semaines, mais c'est reparti. Bon. Mais techniquement, j'ai beaucoup moins mes neveux et nièces à garder. Ce n'est plus du tout automatique. Et souvent, c'est plutôt moi qui vais proposer que l'inverse. Bon, Donc, on la salue en tout cas. voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Et des fois, il n'y a pas besoin de dire non 50 fois d'ailleurs. Hein. Le fait de. C'est comme les gamins. Les enfants, si vous leur dites pas non une fois, ils vont pousser un peu la limite, et puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. C'est pareil avec les gens et les adultes d'une manière générale. Donc, des fois, il suffit de dire non une bonne fois, et finalement, tiens, il y avait une limite, alors qu'ils pensaient qu'ils pouvaient avancer en terrain inconnu et qu'il n'y aurait jamais de limite. Mais le fait de faire une limite une fois va permettre de rétrograder un peu l'autre et arrêter qu'il vous mange du terrain d'une certaine façon. Donc, si vous dites toujours oui à votre patron et que pour une fois, vous lui dites non, je ne suis pas sûre qu'il va venir vous solliciter de la même manière et avec la même fréquence les fois d'après. Simplement, tiens, en fait, avec ces personnes, il y a des limites. Ça, c'est intéressant à faire ressentir. Donc, solliciter le temps de réflexion, c'est important. Autre point, mesurer les bénéfices directs et indirects que vous pouvez en tirer. Des fois, on ne sait pas vraiment, en fait. On sait, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et puis ça peut prendre le temps d'avoir vraiment la réflexion. Donc, prenez le temps de noter, c'est quoi les bénéfices? On vous propose de porter un nouveau projet dans l'entreprise. OK, c'est quoi les bénéfices? C'est peut-être bon pour une future promotion, c'est ce qui me plaît, c'est des programmes de formation, j'adore ça, je vais y aller. Ça va me permettre d'emmener mes équipes, c'est super. OK, c'est quoi les inconvénients? Je suis déjà chargée à fond. On ne me propose pas de prendre des dossiers en main. Ça veut dire que je vais garder mes dossiers, ça veut dire que je vais travailler le soir. C'est quoi les conséquences derrière? Est-ce que je suis
OK. C'est d'avoir conscience et des avantages et des inconvénients qui vont être en émerger et du coup, prendre une décision qu'on va appeler éclairée, quoi, où je ne coupe pas des nus derrière. Ou alors, si je me plains derrière, c'est que je ne suis pas honnête avec moi-même. Je le savais déjà. Complètement. Euh, Ça, on va dire que c'est plutôt des exercices que je vais appeler mentaux, d'accord? On est plutôt dans une préparation mentale. Euh, J'aime bien travailler sur les 3 systèmes, donc le système mental qui est plutôt notre cérébral, on va dire, notre capacité à penser, comment je réfléchis les choses et comment j'argumente. Euh, J'aime bien travailler la partie émotionnelle, la partie corps aussi. Émotionnellement, vous pouvez juste vous demander pourquoi j'ai du mal à dire non à cette personne, par exemple. Et écrire la première chose qui vous vient. J'ai du mal à dire à cette personne parce que j'ai peur de la blesser. Okay. Pourquoi est-ce que tu as peur de la blesser? Pas parce que c'est quelqu'un de fragile. OK. Et pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec les gens fragiles? Juste interrogez-vous, vous répétez simplement ce pourquoi à chacune de vos réponses. Et des fois, ça vous permet de mettre le doigt sur un petit truc qui fait que vous vous engouffrez dans des trucs émotionnels alors qu'il n'y a peut-être pas lieu. On parle juste d'un dossier au bureau. Okay. Personne ne va mourir. Moi, j'avais tendance à dire ça, c'est pour rien. Oui, mais il n'y a personne qui est mort. Je fais des business plans financiers, je ne suis pas chirurgienne. Voilà. Donc, c'est important des fois de remettre les choses en perspective. Le troisième, le troisième volet qu'on peut utiliser, c'est plutôt le ressenti corporel. Je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice, Morgane, mais en fait, notre corps a une capacité à nous dire oui ou à nous dire non. Le meilleur exemple qu'on peut faire, c'est simplement prendre le temps de se poser, de s'asseoir 2 minutes, de prendre 3-4 grandes respirations. Et on peut penser, bah voilà, on prend le temps de respirer jusqu'à ce qu'on sente que ouais, on est neutre, quoi. On est dans un état où je suis ni bien ni mal, je suis juste là, quoi, tout simplement. Et on peut penser à un truc qu'on déteste à manger. Vraiment le truc, si on te le sert, vraiment, tu as juste envie de sortir de table. Et là, Je tu vois bien. vois, tu vois, et là, tu prends le temps de sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Comment est-ce que ton corps te parle? Et je peux te dire que ton corps, il te parle. Soit il va se contracter dans le ventre, soit tu as les épaules qui vont se voûter, soit tu as la poitrine qui va se fermer, soit tu as la mâchoire qui va se crisper. Peu importe, mais il y a un truc qui va se passer dans ton corps. A contrario, si tu te remets dans un état neutre et que tu penses à tes futures vacances à Bali et que là, tu te dis, je vais être sur la plage et ça va être royal, vois comment ton corps se positionne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça crée une forme d'ouverture? Est-ce que ça se décontracte? Est-ce qu'il y a de la chaleur qui se met en place? Ça, c'est apprendre à ressentir un oui du corps, non de son corps. C'est un petit exercice qu'on peut faire tous les jours. On pense à un truc qui ne nous plaît pas, on pense à un truc qui nous plaît, ainsi de suite. Non seulement ça nous permet d'identifier quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui ne nous plaît pas, et de vraiment ressentir l'impact corporel, mais ça nous permet aussi de nous remettre dans un état de neutralité quand on a été contrarié. Quand il y a par exemple une réunion qui s'est mal passée avec son chef, ben voilà, je reprends cet état de neutralité et je sais le ressentir et je sais m'y ramener dessus. Et du coup, dans notre petit sujet, savoir dire oui ou savoir dire non, des fois on peut demander, OK, j'ai fait la liste des bénéfices directs et indirects. Maintenant, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que mon corps en pense. Notre corps, c'est notre instinct. On reste quand même des animaux, quand même qu'on se le dise. Mon instinct, là, il me dit quoi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que c'est pas bénéfique pour moi? Voilà. Et juste voir qu'est-ce qui se présente. Et peut-être éventuellement voir les tensions qui se mettent en place et qu'on peut apprendre à dégager progressivement. Donc, si à la fin, vous êtes complètement crispé, vous dire si j'accepte ce dossier, que vous avez la mâchoire qui se crispe, les épaules qui se voûtent et le ventre qui se contracte et déjà on a l'estomac, je pense qu'il vaut mieux assumer de dire non. Ouais, je vois très bien ce genre de comportement corporel. Des fois, on n'a pas le choix, mais on le sent que ça va être appelé. On le subit. Voilà. Donc là, au lieu de le subir, c'est d'apprendre à l'utiliser. Et c'est vrai que des fois, ça peut nous permettre de... Moi, ça m'est arrivé de prendre des décisions juste sur cette base-là. Je me dis, mentalement, si, c'était plutôt bien. Des réseaux d'affaires, par exemple, dans lesquels j'étais. Je me dis, est-ce que je renouvelle l'année d'après? Oui, ça apporte du business, je suis bien dans le groupe. Mais à l'intérieur de moi, il y a un truc qui coinçait. Je me dis, je le sens pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à mettre des mots. Je me dis, c'est pas grave, j'enlève ça avec une excuse bidon. Je vais me concentrer sur mes activités pour l'année prochaine. Je ne me réinscris pas tout de suite dans le groupe. Et le groupe a implosé en l'espace de 4 mois. Mais c'était juste mon ressenti corporel qui m'a aidé à prendre cette décision parce que ça fait des années que je l'utilise et que du coup, j'ai appris à utiliser
voilà, ce savoir-faire-là. Mais c'est quand même toujours une information complémentaire. Voilà un petit peu sur des guides. Et du coup, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Soit il ressort un oui, et un oui, et je sais que je m'engage, et j'ai vraiment envie d'y aller, et on y va franchement ensemble. Soit un non, et je sais pourquoi j'ai envie de dire non. Soit éventuellement une notion de consensus. Hein. On n'est pas dans une société où tout est blanc ou noir. Et peut-être que il y a juste quelque chose qui nous dérange. Oui, ce dossier-là, j'ai envie de le prendre, ça m'intéresse, j'aime ce client, j'aime bosser avec, mais te sortir le dossier sous 3 jours, c'est pas possible. Il faut me laisser une semaine. Est-ce que c'est négociable? Je peux peut-être en parler avec le client moi-même. Des fois, c'est dommage de dire non juste pour se braquer sur peut-être un élément du contexte. Donc, c'est important de juste d'ouvrir la porte. On a parfois peur qu'on nous dise non à cette négociation, mais c'est une porte ouverte. En tout cas, ça nous évite peut-être de dire un non et puis peut-être laisser la porte ouverte pour des choses qui soient bénéfiques. C'est quelque Oui, chose que tu complètement. utilises, ça peut-être, toi, ce système de consensus? En tout cas, on essaye en général enfin, toujours, le retour, c'est que les moyens de négociation entre même salariés, partenaires ou clients, et chacun a ses exigences. Et en fait, des fois, les exigences vont au-dessus de ce que eux sont prêts à accepter, en fait, réellement. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de voir la barrière sur laquelle ils sont OK. C'est-à-dire que moi, en général, je fais toujours de l'excès. Et bon, s'ils acceptent l'excès, tant mieux. Mais en général, c'est pour redescendre à ce que moi, j'ai réellement envie. Ok. Mais c'est en fait un point essentiel. Enfin, je crois que la négociation et pas le fait d'accepter tout de suite, oui, sans négocier et comprendre, etc. Je pense que c'est important de le faire. Et ça, c'est des éléments voilà, la recherche de consensus, je pense que c'est important. Moi, j'ai remarqué en checkant un petit peu aussi sur Internet que les gens ont envie de savoir dire non, mais sans devoir se justifier. Et ça, est-ce que c'est possible dans cette société d'aujourd'hui? Non, et puis je m'en vais. Non, salut. Oui, c'est possible. Je je sais pas comment dire. Il y a des gens qui disent non, hein, sans aucun problème. Non, non, ce n'est pas possible pour moi. Non, je n'ai pas envie. Non, merci. Point. Ce qui peut-être est plus difficile, c'est de commencer à dire non à des gens à qui on a toujours dit oui. Tu vois? Donc peut-être que dans un cheminement à tous ceux qui ont du mal à dire non d'une manière générale, j'ai envie de vous dire, commencez par vous entraîner en disant non à des gens dont vous n'avez rien à faire. Tout simplement, à quelqu'un qui vous démarche dans la rue pour un organisme à but non lucratif, voilà, comme tous les samedis. Et m'entraînez-vous à dire non. Non. Non, tout simplement, pour une fois. Désolée pour l'organisme à but non lucratif que vous croiserez ce samedi-là, mais entraînez-vous à dire un premier non. À dire non à peut-être un prospect qui ne vous convient pas, dire non à un salarié, un premier non à un salarié, remettre du cadre. Mais commencez par dire non sur des sujets sur lesquels vous ne vous étiez pas prononcé en amont ou auprès de personnes à qui vous n'avez jamais échangé. Commencez déjà par vous entraîner sur ce terrain-là, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup moins d'enjeux de la relation avec la personne. Et surtout, il faut éviter un peu l'accumulation de oui et en mode, à un moment donné, je dis non et je déballe tout un peu dans le mode film. On voit le scénario où la nana ou le mec pète un câble et dit les 5 vérités à tout le monde. Et en fait, et là, en mode, tout le monde ne comprend pas ce qui lui arrive. Comment on peut éviter à cet extrême-là, en fait, en mode. Voilà, on évite de passer du tout au tout. Hein. Du je disais oui à tout, et puis au bout d'un moment, je pète un câble et je crie sur tout le monde, et je pleure au passage et je dis non. et là, c'est le drame. Un très bon film, film français. Voilà, donc ça, effectivement, comment on s'y prend? Ne dites pas du non en bloc. Prenez point par point. Redétailler point par point. Souvent, on vous demande rarement quelque chose dans une grande masse. Est-ce que c'est possible de faire ce dossier pour telle heure, pour telle heure? Dites oui à quelque chose et non à quelque chose d'autre. Introduisez la nuance. Vous n'êtes pas le gars qui dit oui à tout. Introduisez cette nuance dans une même réponse. Je suis d'accord pour ça, mais je ne suis pas d'accord pour ça.
Commencez par là. Je pense que c'est déjà un bon début. Euh, Ensuite, introduisez le non auprès soit des gens que vous ne connaissez pas du tout, soit auprès des gens dont vous n'êtes pas certain de vouloir les garder dans votre vie. Il y a des gens comme ça qui sont dans votre espace vital, mais que vous n'êtes pas forcément enclin à vouloir garder dans le temps. Donc, commencez à dire non à ces personnes-là. Et, et pour la question de la justification, j'ai envie de dire, on se justifie quand on se sent coupable de quelque chose. Donc, si vous vous sentez obligé de vous justifier parce que vous dites non pour ne pas aller à la soirée de je ne sais trop qui, pourquoi est-ce que vous vous justifiez? C'est quoi le sujet? Non, je n'ai pas envie de sortir ce soir, tout simplement. Donc, d'assumer je n'ai pas envie ou je le sens pas, tout simplement. C'est beaucoup plus difficile on va dire, d'avoir un contre-argument qui naisse en face quand vous parlez de votre ressenti. Bah, je ne me sens pas d'aller à cette soirée. Qu'est-ce que vous voulez que l'autre vous réponde? Hormis vous dire, bah, écoute, ça va être super, il va y avoir plein de gens. Oui, mais écoute, je ne le sens pas, je ne suis pas dans l'énergie. Point. Déjà, sur ces sujets-là, sur tous ces sujets, on va dire faciles, amicaux, conjoints et ainsi de suite, tout ça, ça se travaille. Dire je ne le sens pas à son patron, c'est un peu plus touchy. Et là, ça va peut-être demander un peu plus d'arguments, d'accord? Donc, je ne le sens pas, ça peut être je ne le sens pas parce que il me manque ces compétences-là, ou il me manque des moyens, ou il me manque du temps. Mais expliquer aussi ce qui manque et ce qui peut permettre peut-être une prochaine fois de dire oui. Cette fois-ci, je ne peux pas pour telle raison, mais une prochaine fois avec plaisir. Je ne ferme pas complètement la porte. Je dis juste qu'aujourd'hui, je ne peux pas le recevoir, mais une prochaine fois avec plaisir. Bon, mais je pense que c'est un très bon tour du sujet. Peut-être qu'on peut faire une petite synthèse en fait de tout cet aspect-là. On est donc dans une société où on a du mal à dire non, en tout cas, et ça se joue sur sa personnalité. Peut-être toi, comment tu pourrais synthétiser en 2-3 minutes un peu le sujet pour essayer que les gens se remémorisent un petit peu les fondamentaux de ce qu'on vient de se dire? Les fondamentaux, retenez que vous avez le droit de dire non, tout simplement. Déjà, je pense que ça, c'est un premier point. On a le droit de dire non, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire dans l'éducation à la société. C'est notre juste droit, parce que le non fixe les limites qu'on a envie de fixer. Et les limites, c'est aussi ce qui va nous permettre de nous respecter, nous. Donc, dites-vous bien que quand vous dites non, c'est une manière de vous respecter. Ça, c'est la première chose, je pense, qui est importante à intégrer. La deuxième chose qui est importante, c'est observez-vous. Observez les cas dans lesquels vous vous engagez alors que vous n'aviez pas envie. C'est vraiment l'une des clés principales pour déjouer les mécanismes de la personnalité, c'est d'arriver à sortir des mécanismes automatiques. Et qui dit mécanismes automatiques dit les observer, les décortiquer, les comprendre et les déconstruire pour construire autre chose. Donc, observez quand est-ce que vous dites oui alors que vous aimeriez dire. Et puis, fêtez vos petites victoires peut-être. Fêtez les victoires où vous avez osé dire non et observez, est-ce que la Terre s'est arrêtée de tourner? Simplement pour vous montrer et vous prouver à vous-même que c'est possible et vous pouvez aller dans cette démarche-là sans briser des relations, sans vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de votre patron. Super. Si vous avez réussi à éviter la soirée bingo avec c'était le bon choix. Et que votre corps vous dit super devant votre spritz et Netflix, c'est que c'était la bonne chose. Après, vis-à-vis du patron, ça c'est un autre sujet. Je pense que c'était un sujet qui était important. Je pense qu'on a pas mal détaillé le sujet. J'espère que vous allez maintenant pouvoir utiliser l'ensemble de ces éléments-là et que vous allez apprendre à dire non. Alors, pas toujours trop non non plus, hein, attention, équilibre. Peut-être pas l'inverse non plus. En tout cas, merci beaucoup, Amélie, pour cet échange et ces différents éléments. Je pense que moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris pourquoi les gens me ghostaient aussi. Donc ça va être quelque chose sur lequel je vais devoir travailler. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé à tous. Écoute, c'était un plaisir, Morgane. Et puis, et je ferais peut-être juste une parenthèse. Oui. Il y a des gens qui disent peut-être trop non. Alors,
Prochain sujet, ce sera peut-être de savoir dire oui aussi et savoir suivre les élans de la vie quand ils sont positifs. Ça peut Ok, être c'est un autre sujet. sujet, ouais. Dans 6 mois, on fera pourquoi il faut savoir dire oui. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, merci à tous pour encore votre fidélité et écoute. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du Meeting Club. Merci, Ciao. au revoir. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.